Cette ville, qui fascine autant ses habitants que ses visiteurs, est un enchevêtrement inextricable où se mêlent la passion, le trafic de drogue, la dévotion à la bonne mère, le foot et l'OM, la production de savon, la bouillabaisse et les exilés du monde entier. Mais en réalité, tout est beaucoup plus complexe. Bien sûr, nous parlons de Marseille. Que ce soit la pizza, la bouillabaisse ou le couscous, ce sont les voyageurs et les exilés qui ont apporté leurs plats préférés. Et souvent, ce sont eux qui ont décrit la ville. Dans les années 30 et 40, ce sont surtout les intellectuels et écrivains allemands et autrichiens, fuyant le nazisme, qui sont venus. Jusqu'à l'occupation par la Wehrmacht, Marseille était le dernier portail ouvert sur la liberté. L'écrivain allemand Joseph Roth, en 1925, écrivait « Marseille est le carrefour des peuples. Marseille est l'Orient et l'Occident. » Allez ma belle! À Marseille, on vit d'après la devise « D'abord je suis Marseillais, puis Français. » Victor Hugo, quant à lui, était persuadé que Marseille est une collection de maisons sous un soleil radieux. C'est tout. un jugement sévère que ses homologues écrivains étaient loin de partager. La marquise de Sévigné, brillante épistolière du XVIIe siècle, trouvait que La ville est plus vive que Paris et Aix-en-Provence. à la réserve, écrivait-elle que L'air en gros y est un peu scélérat. de nos jours, la ville est considérée ingouvernable, comme le journal Le Monde l'a écrit dans ses colonnes. La guerre des gangs, le trafic de drogue, le chômage des jeunes et la pauvreté des émigrés et exilés caractérisent l'image de la ville, surtout des quartiers nord. Même l'Office de tourisme met en garde les visiteurs contre ces quartiers. Jean-Claude Izot, journaliste et écrivain, a formulé de façon drastique Pour se retrouver dans des quartiers dangereux, il faut soit être perdu, soit avoir perdu la raison, à moins d'être un flic ou un travailleur social. Pour la plupart des Marseillais, les quartiers nord ne sont qu'une réalité abstraite, des lieux qui existent mais que l'on ne connaît pas, que nous ne connaîtrons jamais. Des lieux que l'on connaît seulement à travers la télévision, comme le Bronx à New York, avec ses fantasmes et ses peurs. La meilleure façon d'aborder la ville, c'est aussi par la mer, dans la lumière du matin, entre le Fort Saint-Jean et le Pharaon. Le Vieux-Port, c'est le cœur de Marseille. Alors 15,70, 22,80 €. On m'arrive à aller vivre à la campagne. Jamais de la vie. Pour passer un mois et encore. Après ça me saoule, c'est trop calme. Moi il me faut une ville que ça bouge, qu'il y a du bruit. Ah ouais, je pourrais pas vivre à la campagne. Pour aller passer des week-ends, avoir une maison secondaire, pour aller passer un mois et encore. Mais vivre, moi je pars pas de Marseille. On a la mer, on a le beau temps, on a le poisson, on a tout. On a tout ce qu'il faut ici. Voilà. D'abord, vous le voyez, hein. Avant les touristes, on n'en avait que pendant les vacances. Maintenant, ils sont là du 1er janvier au 31 décembre. Allez, matinée, là, de la redonne. Ça a été plus simple, le maire, ça. Ce matin, Jean-Claude Izot est le modèle même du Marseillais. Moitié italien, moitié espagnol, avec le sang arabe et les olives des deux côtés de la Méditerranée. Il reflète l'image actuelle de la ville par son interprétation du commissaire Fabio Montal dans les romans Soléa, Chourmeau et Total Kéops, sa trilogie marseillaise.
L'ancien rédacteur en chef du quotidien La Marseillaise décrit l'approche difficile de cette ville. Marseille n'est pas une ville pour touristes. Il n'y a rien à voir, sa beauté ne se laisse pas photographier, elle se communique. Ici, il faut prendre parti. À Marseille, il faut même encore se battre pour perdre. Jean-Claude Izot est mort en 2000. Son fils, Sébastien, connaît les endroits préférés de son père. Le bar des 13 coins était ma cantine, Dit le commissaire Fabio Montal. Jean-Claude Izot aussi y a souvent bu son pastis et écrit. Je suis né à Martigues, mais ça fait plus de 30 ans que je suis à Marseille. J'ai ma vie à Marseille, je ne pourrais pas me passer de Marseille. Comme mon père, quand il a commencé à écrire, ne vivait pas à Marseille, tous ses livres, il les a écrits de mémoire. Et en fait, quand il descendait à Marseille me voir ou voir sa mère, là, il descendait, puis le soir, il allait au resto, il allait au bar des Maraîchers, il allait voir un peu tous les lieux que je lui disais. Et on en a retrouvé certains dans ses livres, quoi. À l'époque, quand il y avait encore Hassan au bar des Maraîchers, il y a des gens qui arrivaient avec la série noire et en fait se servaient du livre comme guide touristique. Et tous se retrouvaient chez Hassan, au bar des Maraîchers. jeunes, vieux, porteurs de cravates, dames de bonne société après leur shopping, maghrébins ou asiatiques. À l'heure de l'apéro, vous n'y trouverez guère de place assise, parfois même plus une place debout. Les bonjours, on vous sert le pastis avec un bref « voilà », sinon c'est sans parole. Ne comptez pas non plus ici qu'on vous mette quelques amuse-gueules, des sticks ou des cacahuètes sur des petites soucoupes, comme dans d'autres bars. Ce à quoi Hassan répliquait « Pourquoi leur donner quelque chose à grignoter, puisqu'ils viennent de toute façon ?» Les aventures de Fabio Montal sont traduites dans presque toutes les langues. La trilogie s'est vendue en millions d'exemplaires. En Italie, Izot connaît un grand succès, sans doute parce qu'il a donné à son commissaire le nom du prix Nobel italien Eugenio Montal. Le traitement littéraire de la colonisation et la guerre en Algérie commençait relativement tard. Mehdi Charef et Daniel Timsit sont les auteurs les plus connus. Daniel Timsit, écrivain algérien, rédigeait son livre « Tous algériens » en prison à Marseille et pensait évidemment à Albert Camus, mais pas encore à Zinedine Zidane, aujourd'hui le plus célèbre fils de la ville. Et Zinedine, Demande Leila Sebar dans son carnet de voyage. comment pourrais-je savoir que mon fils a été partout dans le monde appelé Zidane et qu'il était aussi connu que De Gaulle? À l'époque, je disais à son père, il n'a que le foot dans la tête toute la journée. Ce n'est pas assez. Comment pourra-t-il un jour gagner de l'argent? Zidane a grandi comme fils d'immigrés algériens dans le quartier difficile de la Castellane. Le jeune Zidane y a été connu comme Yazid. C'est plus tard qu'il sera connu avec le surnom de Zizou. L'écrivain allemand Wolfgang Köppen visitait Marseille en 1959. Autour du port, l'industrie gastronomique attend les touristes, dont on peut servir la bouillabaisse, une douce soupe de poisson avec une seule pince de langouste qui rougit en justifiant le prix de 1000 francs. Aujourd'hui, c'est différent. Mais une vraie bouillabaisse se trouve au port des pêcheurs, dans les Calanques, en direction des Goudes, là où Fabio Montal avait sa cabane de pêche. Ma famille est au Goudes depuis 1830. On est originaire de pêcheurs et d'ouvriers, parce qu'au Goudes, il n'y avait que ça avant. Depuis 15 ans, 20 ans, il y a un engouement pour les Goudes qui a fait que les maisons ont flambé et qui a fait qu'on est très convoité par les Marseillais. On retrouve notre village l'hiver,
parce que l'hiver, étant donné qu'il n'y a plus personne, on retrouve un peu l'esprit qu'il y avait avant toute l'année, parce qu'on est 350 l'hiver et on passe à 2000-2500 l'été. On essaye d'avoir le travail le plus sincère, c'est-à-dire qu'on a une cuisine qui est ouverte sur la clientèle. Les produits qui sont à l'entrée, en l'occurrence les produits de la mer qui sont à l'entrée, qui sont présentés non écaillés, non vidés. Et les bouillabaisse qui sont présentés crus, marinés au safran. On n'est que sur des variétés reines de poissons de bouillabaisse. Les variétés reines de poissons, il y en a 8, c'est pas moi qui le dis, c'est les pêcheurs. C'est rascasse, rascasse blanche, chapon, galinette, vive, Saint-Pierre, fielas, mostel. Il n'y en a que 8. La langouste, on ne met pas dans la bouillabaisse. C'est juste un argument pour pouvoir la vendre plus cher. Le seul crustacé qu'il y a dans la bouillabaisse, moi mon père la faisait comme ça et je la fais aussi comme ça, c'est la favouille, les trilles, le crabe. C'est le seul crustacé qu'il doit avoir dans la bouillabaisse. Petit oignon cuit un peu caramélisé là. Et c'était très bon. C'était très très bon. C'est pas du tout. Ah quoi, putain, c'est gentil, L'origine de la bouillabaisse est obscure. Les Marseillais jurent être les premiers à avoir cuisiné ainsi le poisson. Dans la mythologie romaine, il existe une autre histoire. Vénus aurait inventé une soupe de poisson avec beaucoup de safran pour endormir son époux Vulcain et aller batifoler avec Mars. Chez mes parents, on l'a mangé pas à table. On l'a mangé autour de la bouillabaisse. On était un peu assis comme un canne de gigane. Et on mangeait la bouillabaisse. C'est très populaire la bouillabaisse. Maintenant, nous, on l'a bourgeoisée. La bouillabaisse se mange avec des billes de nappe blanche. Mais on n'est pas en harmonie avec ce qu'elle représente. Maintenant, on fait bien manger une bonne bouillabaisse. Mais pour moi, la bouillabaisse, elle se mange assis sur une marche d'escalier, en train de rigoler, de boire. C'est comme ça qu'on mange une bouillabaisse. Et là, à mon sens, c'est les mêmes meilleurs, la bouillabaisse comme ça. La bouillabaisse est-elle l'emblème de Marseille ? Selon Philippe Farget, de la revue Ventilo, qui est un pur Marseillais, cela ne semble pas évident. C'est une carte postale gastronomique pour les touristes, que personne ne mange plus. On vous représentera le poisson et cuit cette fois-ci. Et on découpera la totalité du poisson sous vos yeux. En quittant les Goudes, si nous passons par les Calanques, plus loin, à l'est, nous rencontrons à Sanary-sur-Mer la femme d'un pêcheur, Gundi Rubelli. Pendant plus de 30 ans, elle a vendu du poisson directement sur le port. Dans le même temps, l'Allemande a commencé à s'intéresser à la littérature de l'exil. Elle est intarissable sur le sujet. En se promenant dans la station balnéaire varoise, elle peut nous raconter ici Lyon Feuchtwanger, là Heinrich et Thomas Mann, Alma Werfel ou encore Ludwig Marcuse. Elle connaît toutes les maisons et leur histoire. Il y a longtemps, on a eu un camp pour la jeunesse franco-allemande, juste quelques mètres plus haut. En passant, on voyait la villa La Tranquille. C'était la maison de Thomas Mann. C'était le monsieur connu avec son prix Nobel, la grande littérature, Buddenbrook et tout ça. Nous sommes devant la villa Valmer et ici ont vécu Martha et Leon Feuchtwanger pendant 6 ans. Et tous ces exilés, ils ont passé des soirées magnifiques. Ils ont aimé aussi boire un bon vin. Et chez les Feuchtwanger, c'était encore la belle vie. Ludwig Marcuse disait à propos de Sanary dans les années 1930 « La capitale de la littérature allemande ». On a une petite vue d'ensemble. Là-bas, c'est la colline de Pitié.
Tout au bout, il y avait la maison de Thomas Mann, la Tranquille. Un peu plus vers nous, c'était la villa de Bruno Frank, journaliste exilé. Alma Werfel louait un immeuble au-dessus du port que les habitants appelaient le Moulin Gris. C'était pour eux un vieux mirador, avec une décoration intérieure inconfortable, que fréquente un peintre. Jacques Cousteau, le cinéaste français et océanologue, y aménagea après la guerre. De ce côté-ci, on a les cafés qui étaient connus à l'époque. La marine et le nautique, n'est-ce pas? Le nautique, ça s'appelait, je crois, chez Schwab. C'est là où se retrouvaient pour des longues soirées animées bon nombre d'exilés qui habitaient ici ou d'autres de passage, notamment, je pense à Bertolt Brecht. On l'a souvent lu, qu'il chantait des poèmes contre Hitler, me semble, au nautique. Jusqu'à nos jours, personne ne sait pourquoi la petite ville de Sanary a été le refuge d'artistes et d'écrivains. Somerset Maugham qualifiait Sanary comme une station balnéaire sans prétention. Dans son roman Le fil du rasoir. On ne pouvait uniquement l'aimer que si on n'a rien contre l'ennui total. Anna Zegers a décrit la situation des réfugiés dans son roman Transit. Elle vivait avec ses enfants, Ruth et Pierre, à Marseille, dans la peur omniprésente de se faire arrêter. Le visa, les bons documents, le bon tampon étaient nécessaires pour pouvoir vivre dans la ville. Ici, c'est le vieux port tel qu'il était autrefois. Les bateaux, c'est des bateaux de pêche. Un très petit nombre de bateaux de plaisance, il n'y en avait pratiquement pas. Et puis le fameux pont transbordeur qui permettait de charger les navires, les cargos, avec de la marchandise qu'on amenait d'un quai à l'autre. Soma Morgenstern, un des réfugiés, écrivait dans son journal intime. J'ai un visa chinois, 7 visas portugais, 2 visas espagnols, un visa brésilien et 2 fois le visa le plus sacré pour les États-Unis dans mon passeport. Il serait une œuvre d'art graphique qui ressemblerait à un traité entre 2 puissances mondiales. Et en même temps, c'est 2 fois mieux que rien. Il est périmé. Moi-même, je suis périmé. Plus validé. Fatigué d'être sauvé. Un jour, Anna Zegers voulait faire plaisir à son fils Pierre et l'a invité dans une pizzeria qui accepte les bons pour le pain. Une fois les anchois, les tomates et les olives sur la pizza, il a été déçu. Il s'attendait à une tarte sucrée. C'est ce qu'on sert. Ça peut choquer certaines personnes qui voient les pizzerias et quand ils voient qu'il n'y en a que 2 sortes de pizzas, ça les interpelle. Il y en a qui sont bons, qui disent non, nous on voulait manger des pizzas traditionnelles, on va dire. Alors on ne reste plus que nous on fait la pizza basique, anchois et fromage. Maintenant, il a la carte où il a marqué les prix parce qu'il est obligé, je crois, mais à une époque, c'était vraiment à la tête du client, quoi. Moi, ça m'est arrivé de payer chez Étienne 12 € le repas et le voisin d'à côté, pour la même chose, de payer 60 €, quoi, hein. Voilà. Ici, c'est une institution. C'est un lieu d'amitié. Le lieu, c'est l'amitié. Il faisait des additions sur le coin de la table. Donc, selon la tête que tu avais, tu payais plus ou moins cher. J'entends des vieux clients qui viennent et qui disent « à l'époque, ton père, on mangeait avec des gens qu'on ne connaissait pas, puis nous, on était du quartier, donc il faisait un prix, puis ceux qui n'étaient pas du quartier, ils payaient un peu plus cher. » C'était un peu sa signature, quoi, sa marque de fabrique, on va dire. Ça a beaucoup marqué les Marseillais. C'est vrai, hein? C'est vrai, c'est vrai.
La traversée au château d'If a été une des rares excursions que Pierre pouvait faire avec sa sœur Ruth et sa mère. C'est d'ici que le comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas, s'enfuit. En général, Dumas se moquait de Paris. Si Paris avait une canebière, elle serait un petit Marseille. Et, encore aujourd'hui, Marseille rompt avec chaque règle que Paris crée. L'homme au masque de fer a été détenu pendant plus de 10 ans au château d'If. Il était prisonnier d'État de Louis XIV et on ne sait toujours pas qui il était. Marcel Pagnol s'est également emparé du personnage de l'homme au masque dans son œuvre littéraire. Il donne une description minutieuse de l'espace dont aurait disposé le détenu. 135 mètres cubes avec une fenêtre de 2,58 mètres carrés. Philippe Farget, de la revue Ventilo, décrit « Marseille est une posada espagnola, une auberge espagnole. Chacun vient avec ses spécialités, ses plats, ses épices et les met sur la table. Les Africains du Nord arrivent avec leur couscous et les tagines, les Espagnols avec leur viande séchée, le pistou vient de Gênes et la pizza de Naples. » Comme les touristes d'aujourd'hui, Moritz Hartmann, journaliste autrichien, grimpait le rocher en 1850. J'ai monté les pierres effritées avec beaucoup de peine, et je me perdais entre les jardins secrets, des champs ouverts, des collines chauves, des gorges et des vallées. La chapelle de Notre-Dame de la Garde est une des plus merveilleuses du pays et la plus visitée par les croyants. La Sainte Vierge fait de vrais miracles. Les ex-voto, dont les représentations des eaux guéries, de naissances heureuses, de maladies soignées et de tempêtes de mer passées, couvrent les murs de la chapelle, symbolisant la force miraculeuse de la Madone. Anna Ong Nguyen et ses sœurs de l'Ordre des Travailleuses Missionnaires tiennent un restaurant à l'intérieur même de la basilique Notre-Dame de la Garde. Les pauvres peuvent y manger gratuitement. Beaucoup d'exilés auraient bien aimé pouvoir profiter d'un tel lieu. Chaque jour, le restaurant concocte une spécialité différente. Vous êtes combien? Mardi, nous avons des nems. C'est un repas du Vietnam. Et mercredi, nous avons le filet de dorade. Et jeudi, aujourd'hui, c'est couscous. Et demain, vendredi, c'est de l'aïoli. Oui, oui. Il y a des gens qui viennent exprès pour... Fiche, 3 couverts, 3 menus. La veille, on prépare déjà les légumes, couper les légumes, la viande aussi, couper la viande, le sauté d'agneau et puis le poulet. Après, je le marine avec les épices de couscous la veille. Et je les laisse au frigo. Et le lendemain, je le fais un bouillon enfin avec tous les épices de couscous. Et c'est là que je mets au fur et à mesure à cuire en fonction des légumes qui cuisent vite, les légumes qui cuisent moins vite, moins rapidement. Nous sommes une quinzaine ici, des travailleuses missionnaires de l'Immaculée, et nous venons de différents pays de l'Afrique. Il y a le Ghana, le Burkina Faso, le Cameroun. De l'Asie, il y a le Vietnam et des îles Wallis et Futuna.
ça m'avait marqué. Merci, merci. Oui? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est quand même? Et alors? Et alors? Je suis une pèlerine sur le chemin de Saint-Jacques et je voudrais savoir si vous pouvez m'accueillir ce soir. J'ai une crédentiale. On va se tutoyer. C'est ce qu'on va faire. Oui. Ben, il y a une soupe à l'ail. Hein? Oh, quelle bonne idée. Oui, ça le oui, fait ou oui. pas? Ah oui, bien sûr, ça me fait plaisir même. Jackie Alter a fait plusieurs fois le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Aujourd'hui, il accueille gratuitement des pèlerins dans sa maison à Marseille et leur offre de la soupe. Alors paraît-il, hein? C'est pas moi qui l'ai inventé avant tout. En Espagne notamment, parce que le chemin Saint-Jacques passe par l'Espagne avant tout, enfin, du moins le dernier tronçon. Et il y a beaucoup de producteurs d'ail. C'est bon pour la santé. Ça nettoie le sang, ça nettoie, ça donne de l'énergie, ça nettoie surtout. C'est très 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 bon pour la santé, là. En Espagne, dans tous les jardins, il y a au moins une courgette, quoi. Enfin, une carotte, si tu en as une sous la main, et ça va. Là, c'est du luxe déjà, hein, de mettre ça. Enfin, de luxe. Ça fait pas de mal, hein, de luxe, des fois. Et puis du pain sec, bah, il y en a toujours. Hein. Ça, c'est le basique. Hein. J'étais moi-même pèlerin, donc j'ai été accueilli des fois, et des fois pas. Et quand tu ne l'es pas, quand il pleut, quand il fait froid, on n'en meurt pas, on est d'accord. Mais c'est tout de même plus sympa d'avoir des fois un matelas, même par terre. Et tout ça, avec ma compagne, on s'est dit, il faut qu'on ouvre quelque chose à Marseille. Et avec notre ami le curé, il ne faut pas l'oublier, celui-là. Il est terrible, celui-là. Enfin, c'est mon ami, notre ami. Il faut ouvrir quelque chose à Marseille parce qu'il n'y a pas. Bon, on habite dans cette maison, en plus c'est notre maison. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'accueillir du monde, quoi. Enfin, je sais pas, moi, enfin, tu me dis, hein, moi je vais tout entendre. Hein. Dans 2 minutes, c'est prêt. La pèlerine est ravie. Merci. Oh, c'est super. Le pain sec qui se transforme en autre chose. Merci beaucoup. C'est vraiment extraordinaire. Bon, les enfants, je vais vous dire bon appétit. Merci beaucoup Merci, de votre bon accueil. appétit. Merci, merci. C'est une bonne tête, on verra. On va goûter, hein, parce que je sais jamais. Mais la prochaine fois que... il faut que... cette logistique... Après un bombardement sur le bar de Lyon, lequel était surtout fréquenté par des soldats allemands, Himmler déclara « La solution radicale est absolue. » à Marseille.
Quelques jours plus tard, en janvier 1943, la destruction commença au nord du Vieux-Port. Dans ce quartier de maisons closes et de criminels vivaient surtout des juifs, des gaullistes, des déserteurs, des réfugiés, des trafiquants de drogue et des résistants. Plus de 20 000 personnes perdirent leur maison. Les spéculateurs immobiliers furent contents d'une telle aubaine. Robert Vaucher, journaliste suisse pour la Gazette de Lausanne, fut l'un des premiers qui visita le quartier 2 jours après la fin du bombardement. Les explosions ont cessé, le silence règne. Je n'ai croisé personne sur mon chemin, sauf des chats bien décidés à rester. C'était une partie importante de la ville. C'était tout un côté du Vieux-Port qui était consacré à ce vieux quartier, à ce quartier du Vieux-Port, où il y avait des bruits, des couleurs, des fruits, malgré les restrictions, des cris, du linge qui était suspendu d'un côté à l'autre de la rue. Et puis là, on voit très bien la manière dont le linge était disposé. Je pense que ces photos ont été prises dans des rues qui ont été détruites par la suite, pendant la guerre, par les Allemands. Il n'y a peu de maisons qui n'ont pas été détruites au panier, comme celle de Georges Bataille, montée des Accoules. Il faut apporter son propre savon, même dans les meilleurs hôtels. Se plaignait Mark Twain dans Le Voyage des Innocents. Les Marseillais font la Marseillaise et du savon de Marseille pour le monde entier. Mais ils ne chantent jamais leur hymne, ni ne se lavent avec leur savon. À Marseille, la moitié du savon de luxe que nous utilisons aux États-Unis y est produit. Mais les habitants de Marseille n'ont qu'une vague idée de son mode d'emploi. Le savon, il faut surtout qu'il soit tout le temps pur végétal. Ça veut dire qu'il n'y a que des huiles et pas des graisses animales à l'intérieur. Vous avez le blanc pur végétal aux huiles végétales blanches, souvent palme ou copra, et après, qui est principalement pour le linge ou pour se laver les mains, plus détachant pour la lessive. Et après, vous avez le vert à l'huile d'olive, qui est souvent utilisé pour le corps. Mais vous pouvez aussi laver le linge avec. Mais le blanc est plus facile à rincer pour la lessive. Il faut qu'il soit à 72% d'huile, que ça soit un savon pur végétal. J'insiste là-dessus parce que beaucoup de savons qu'on trouve dans le commerce ou dans les grandes surfaces sont faits à base de graisse animale et viennent de l'étranger et ne sont pas fabriqués à Marseille. Qu'ils viennent d'Allemagne, d'Italie ou d'Espagne, d'Afrique du Nord ou d'Arménie, Marseille a toujours été une ville de réfugiés. Encore aujourd'hui, Marseille accueille une des plus grandes communautés arméniennes, hébergeant des dizaines de milliers de personnes qui ont fui le génocide turc il y a un siècle. La présence de nombreux Arméniens à Marseille date du dernier des génocides, 1918. Un nombre important d'Arméniens sont venus entre autres en France. D'autres sont partis vers les USA, d'autres vers l'Espagne, d'autres vers l'Italie. Lorsque les Arméniens sont arrivés en France, ils sont arrivés tout nus, tout crus. Ils avaient tout perdu. Mais en France, à cette époque-là, il y avait beaucoup de travail. Il y avait beaucoup d'usines, ce qui leur a permis de travailler, de nourrir une famille et de vivre convenablement. Mon père, lorsqu'il est arrivé,
il avait trouvé du travail dans une magnanerie près de Sanary. Ensuite, on l'a envoyé dans l'Ardèche pendant plusieurs années. Et après, la guerre a éclaté, il a été mobilisé et pour bénéficier de la nationalité française, il fallait servir la France. C'est ce que tous les Arméniens ont fait. Anna Segers et sa famille espéraient fuir en bateau vers la liberté. L'ambiance apocalyptique à Marseille en 1940 s'alimenta jour après jour par des histoires absurdes sur des tentatives de fuite ratées, des idées de bateaux fantaisistes et de capitaines romanesques, de visas pour des pays introuvables sur des cartes géographiques et de passeports pour des États qui n'existaient plus. Soma Morgenstern, écrivain juif autrichien, a pu lui aussi quitter l'Europe depuis Marseille. Les papiers les plus absurdes ont été vendus aux nouveaux venus, comme un faux passeport avec un visa pour le Congo belge, qui n'aurait été valable qu'après la fin de la guerre. Les Américains étaient prêts à accueillir des exilés, mais seulement s'ils étaient politiquement irréprochables, donc pas de gauchistes ou de communistes. Anna Segers a écrit Transit, le roman le plus connu sur la situation des exilés. Elle habitait avant son départ à l'hôtel Hommage. La maison appartient aujourd'hui à l'organisation Adoma qui gère l'accueil et l'insertion par le logement des immigrés. Pour Anna Segers, cet hôtel était une maison dont on dit « on y reste parce qu'on attend le départ ». Ulrich Fuchs, responsable de la programmation de Marseille-Provence 2013, a créé le projet de mémoire, ici même, qui mène à des lieux d'exilés. Comme Marseille était en 2013 capitale européenne de la culture, nous, les responsables du projet, les responsables pour le programme de l'année 2013, ont beaucoup discuté et réfléchi aussi avec les porteurs des projets à Marseille. Comment valoriser l'histoire de Marseille au XXe siècle. On a trouvé Exil à Marseille et je trouve que c'est une bonne façon de raconter et pour la jeune génération et pour ceux qui ont encore vécu cette période difficile de la ville, cette histoire. Et cette situation parfois triste et toujours décevante et toujours tendue, c'est très bien décrit dans son roman Transit. Finalement, Anna Segers et sa famille fuient le fascisme et après la guerre, elle est rentrée en Allemagne, elle commençait. Et ce roman Transit est même connu à Marseille, il y a une traduction française et quand on parle d'Anna Segers, au moins pour une certaine génération, pour les historiens, c'est encore un nom très connu. Le 14 août 1940, Varian Fry, jeune journaliste américain, arriva à la gare Saint-Charles. Il avait 200 visas et $3000 dans ses poches et une référence d'Eleanor Roosevelt. Je quittais les États-Unis, les poches pleines de listes de noms d'hommes et de femmes que je devais sauver. Il installa son premier bureau à l'hôtel Splendide, à côté de la gare, et espérait finir sa mission en moins de 6 mois. Avant la fin de ma première semaine à Marseille,
La rumeur courait dans la zone non occupée qu'un Américain de New York était venu, un ange tombé du ciel, le sac plein d'argent et de passeports, pour procurer chaque visa nécessaire. Il y avait pas mal de gens qui ont beaucoup bossé, travaillé pour la sortie des réfugiés qui étaient exilés à Marseille, mais il faut dire aussi que malheureusement, pas mal de gens n'ont pas pu ni payer les visas ou les passages en bateau, ni ont eu ce soutien parce qu'ils étaient moins connus. Ils étaient arrêtés par les troupes allemandes avec l'aide toujours de l'administration Vichy, hein, parce que c'est à l'époque aussi un fait historique que l'administration Vichy a coopéré avec les nazis. Et comme ça, une partie des réfugiés n'a pas trouvé la bonne sortie de l'Europe et a été arrêtée, transportée, surtout les Juifs, au camp de concentration et après à Auschwitz pour l'extermination. Frey a pu sauver 1800 persécutés, comme Max Ernst, Heinrich Mann, Anna Zegers, Claude Lévi-Strauss et André Breton. Personne ne l'a remercié. Après 13 mois d'aide intensive, Frey a été arrêté par la police française grâce à une source de l'ambassade américaine, puis expulsé aux États-Unis. Quelques policiers patrouillaient près de la porte de l'hôtel Splendide. Le hall d'accueil était chaleureux. Tout le monde était ensemble dans ce grand hall, agrandi par des miroirs, des hommes de Vichy, propres et repassés, des hommes de la commission allemande, des agents italiens. Anna Zegers, avec sa famille, quittait l'Europe à bord du capitaine Paul Lemerle. Il s'y trouvait aussi Claude Lévi-Strauss, André Breton, ainsi que des écrivains antifascistes tels que Victor Serge. Le 25 mars, nous nous embarquâmes à bord du capitaine Paul Lemerle, une coquille de noix pourrie jusqu'aux machines. Grâce à sa situation tout à fait au sud de la France libre, Marseille représentait pour nombre de réfugiés la dernière chance de quitter le pays occupé par la Wehrmacht. Ils essayaient tous d'obtenir le visa salvateur en faisant la queue devant les consulats. On avait aménagé en France des camps pour étrangers, comme celui des Milles près d'Aix-en-Provence. C'est ici que le mari d'Anna Zegers était interné, comme de nombreux écrivains et artistes. Parmi eux, Léon Feuchtwanger, ainsi que Golo, le fils du prix Nobel de littérature, Thomas Mann. Au début, tout Allemand âgé de 17 à 65 ans devait se présenter aux Milles, ce qui a engendré une composition hétéroclite dans le camp. Il s'y trouvait des membres du Parti national-socialiste, pur et dur, en vacances sur la Côte d'Azur, et des Allemands, membres de la Légion étrangère, française, parfois hautement décorés. Des Alsaciens d'un certain âge qui avaient eu la malchance d'être nés à l'époque wilhelmienne dans une Alsace allemande, ou même un jeune noir issu de la colonie allemande du Cameroun. Dans son journal intime, Goloman, le fils de Thomas Mann, a résumé ainsi le temps passé au camp. Des plus expérimentés que moi disent qu'ici, c'est pire qu'à Dachau. Évidemment, c'est absurde. Mais ce qui me paraît une évidence, c'est que les Allemands organisent la cruauté de façon propre et minutieuse. Les Français sont capables, sans beaucoup de réflexion, de pousser leur je m'en foutisme et leur incapacité jusqu'à la cruauté. Au début, c'était avant tout l'absurdité d'être interné par un régime républicain français alors qu'on était antifasciste et proche de la République et anti-nazi. Bon. Et puis, très vite, l'entassement, la bureaucratie, la saleté, le manque d'hygiène et donc des maladies, le manque de nourriture, aussi beaucoup de tensions. Il y a eu jusqu'à 38 nationalités
avec des sensibilités politiques différentes, des socialistes, la vie affective, intellectuelle, politique a continué ici avec toutes ces tensions, évidemment, qui étaient exacerbées par l'inquiétude, l'angoisse. Je pense que c'est à la fois l'absurde, la saleté et l'angoisse qui résument bien cette période. Et puis petit à petit, ça a été évidemment la dureté de plus en plus grande de l'internement, des gardiens. Et quand on est passé à la période de Vichy, encore plus la période des déportations, l'angoisse est devenue maximale. L'expression artistique a traduit de plus en plus cette inquiétude et cette angoisse, plus que simplement, je dirais, l'absurdité. Et puis jusqu'aux tragédies qui ont évidemment fortement marqué les internés, en particulier au moment des déportations et donc des suicides nombreux qui ont eu lieu à ce moment-là pour échapper aux déportations. Nous tenons absolument à ce que, en sortant de ce lieu, les visiteurs, et en particulier les jeunes visiteurs, ne soient pas seulement écrasés par la méchanceté humaine, mais soient au contraire conscients que, par la connaissance du passé, ils ont une chance de plus que leurs parents ou grands-parents d'éviter que ce passé se reproduise. Et donc nous essayons de leur fournir ces éléments de compréhension, la soumission aveugle à l'autorité, la passivité, l'effet de groupe, comment on passe d'un stéréotype à des préjugés. Tout cela, ce sont des mécanismes qu'ils vivent au quotidien. Et parfois, ils arrivent ici en se disant « c'est l'histoire, c'est une histoire qui ne nous concerne pas, c'est une histoire de juifs ». Et 10 minutes après, ils ont compris que c'est aussi leur histoire, parce qu'ils peuvent être victimes de discrimination et parce qu'ils peuvent être auteurs de discrimination. L'historien et écrivain allemand Alfred Kantorowicz, détenu également au camp d'Emile, décrit la vieille Tuilerie comme un lieu qui consistait pour lui essentiellement en une poussière rouge. Ce que j'ai vu ou touché était complètement sale. Le manteau, le costume, le sac à dos, le porte-documents, chaque chemise, chaque pantalon, chaque mouchoir. En quelques jours, la poussière s'est partout incrustée. Kantorowicz a également été sauvé par Varian Fry. Anna Zegers et lui ont voyagé sur le même bateau. Les passagers du capitaine Paul Lemerle pouvaient, du pont arrière, apercevoir Notre-Dame de la Garde s'éloigner. Ils ne pouvaient pas encore, à cette époque, voir la tour de bureau construite par l'architecte Zaha Hadid pour la compagnie maritime CMA-CGM, qui domine aujourd'hui l'entrée du port de Marseille. Après plusieurs semaines de mer, ils arriveront aux Antilles. De là, certains réussiront à rejoindre New York. Mères qui avaient perdu leurs enfants, enfants qui avaient perdu leur mère, résidus des armées décimées, esclaves échappés à leurs chaînes, troupeaux humains, chassés de tout pays et qui arrivaient finalement à la mer, où ils se précipitaient sur les bateaux d'où ils seraient de nouveau chassés. Tous fuyaient devant la mort, jusqu'à la mort.